Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans le miroir magique de Paul Klee, ce visage féminin maternel évoquant les madones, visage qui se défait face au regard spéculaire, dans ce basculement où la chair se fait ligne, flirtant avec le tracé de la plume et épousant bientôt l'écriture. C'est aussi là où les femmes dans une situation limite, intenable, dansant sur un fil au-dessus de la mort. Ce fil charnel, à tisser et à détisser, qui m'évoque le lien à la mer. C'est à partir de ce tableau, qui nous livre donc un premier fil à dérouler, que je voudrais ouvrir cette réflexion psychanalytique sur les œuvres de Colette et Marguerite Duras. Ce livre fait suite à plusieurs travaux universitaires dans lesquels j'avais choisi d'interroger les œuvres de ces femmes écrivains dans le jeu de résonance, d'écho et d'écart qu'elles présentent, un certain miroir offert à la pensée. Dans son article sur la féminité, Freud écrit qu', on ne peut pas comprendre la femme si on ne prend pas en considération cette phase de l'attachement préédipien à la mère. Si ce qui m'avait d'abord frappé chez ces auteurs avait trait à la féminité, à l'exaltation du corps féminin et de toutes ses formes de jouissance, à la sensualité des héroïnes, récurrentes et démultipliées comme autant de facettes d'une même femme, autant qu', à la sensualité de la langue elle-même, cette psychosexualité féminine si finement mise en texte, ainsi que ce style singulier dans lequel elle s'exprime, me paraissent à présent indissociables, autant chez Colette que chez Marguerite Duras, du lien à la mère incorporée. Toutes deux disparues à l'âge de 81 ans, à presque un demi-siècle d'intervalle, après avoir vécu pleinement et sous toutes ses facettes leur vie de femme parfois jugée scandaleuse, après avoir choqué ou intrigué, après avoir passionné les foules et reçu les honneurs, l'entrée à L', Académie française ou le prix Goncourt, Colette, 1873 à 1954 et Marguerite Duras, 1914 à 1996, prolifique et populaire, nous laisse une œuvre considérable qui nous apparaît comme un matériel clinique d'une extraordinaire richesse. Ce sont de précieux alliés que les écrivains et leurs témoignages aient à placer haut, car ils ont coutume de savoir une foule de choses entre ciel et terre, dont notre sagesse d'école ne saurait rêver, notait Freud au début de l'étude sur la Gradiva. Les points communs chez les deux femmes, tant dans leur vie que dans leur œuvre qui semblent parfois se confondre, sont nombreux. Retraçons les plus marquants. Benjamine d'une fratrie de 3 enfants, sans compter les demi-frères et sœurs. Elles ont toutes les deux grandi près d'un grand frère adoré par la mère, et d'un cadet qu'on dit un peu différent avec lequel elles font alliance, jusque dans l'initiation sexuelle pour ce qui est de Marguerite et Paul, celui qu'elle appelle le petit frère. La loi paternelle peut en effet apparaître un peu défaillante chez ces deux femmes, d'une liberté étonnante. Marguerite Duras a été privée de père à l'âge de 4 ans, tandis que le capitaine Jules-Joseph Colette apparaît comme un père un peu en retrait, complètement soumis à sa femme et passionnément épris de celle qui semble faire vivre à elle seule le domaine familial, la faune, la flore, l'homme et les enfants qui l'entourent. En effet, nos deux auteurs, en contrepoint de ces figures paternelles absentes ou effacées, semblent être sous l'influence de deux mères, confondues avec les souvenirs de l'enfance fantasmée qui envahissent l'écriture et l'imaginaire. La mère cosmique au centre des bêtes et du jardin merveilleux de la verte campagne bourguignonne d'un côté, et la mère de la tragédie des barrages dans les colonies françaises de l'autre. Arrivée à Paris au sortir de l'adolescence, pour se marier dans le cas de Colette, pour faire ses études et accomplir le rêve d'écriture pour Marguerite Duras, elles ont toutes les deux quitté leur mère en même temps que leur terre natale, la Bourgogne et l'Indochine, et coupé leurs cheveux longs si remarqués et si longuement soignés par leurs mères respectives. L'œuvre littéraire gardera la trace de cette séparation, à la fois douloureuse et salvatrice. Mais la douleur ou la dépressivité seront traitées très différemment chez l'une et chez l'autre. Tandis que Marguerite Duras fait corps avec la douleur, Colette contre-investit ses sentiments dépressifs et ne cesse de dépeindre des femmes fortes qui refusent la survenue des larmes. Amours impossibles, amour-passion, amour déçu, les thèmes amoureux envahissent l'écriture. On retrouve chez l'une et l'autre une attention particulière à la rencontre avec l'homme, au plaisir des sens, à la jouissance féminine. Elles explorent les différentes facettes d'une sexualité aux prises avec la sexualité infantile, qui n'évite pas de plonger dans les abîmes de la perversion. Libertinage, homosexualité, prostitution agie ou fantasmée, sadomasochisme, relations incestueuses et triangulaires. Ayant exercé l'activité de journaliste toutes les deux,
Ayant goûté au plaisir de la scène, en tant que mime et comédienne pour Colette et en tant que dramaturge pour Duras, qui s'est aussi tournée vers le cinéma ayant vécu presque un demi-siècle plus tard, elles ont toutes deux été des figures médiatiques et ont fait beaucoup parler d'elles, ce qui du reste me rapproche des autres femmes qui écrivent vraiment à partir de Colette, c'est cette manière de me sentir un enfant terrible de la littérature, avouait elle-même Marguerite Duras à la fin de sa vie. Enfin, semblant parfois avoir eu leur mère pour unique amour, elles ont été elles-mêmes mères d'un unique enfant, mais elles semblent avoir l'une et l'autre un rapport très différent à la maternité. Colette décrit la maternité comme une des banalités de l'existence qu'il lui a fallu apprivoiser, alors que Duras, après une fausse couche et un enfant mort-né, fait de l'amour maternel l'accomplissement de la vie d'une femme, la mère et la femme érotique étant chez elle indissociables et la maternité pleinement érotisée. Mère d'un unique enfant, nos auteurs furent productrices d'une œuvre considérable. En un demi-siècle, Colette produisit près de 80 volumes d'une grande qualité littéraire. Des fictions, des souvenirs, mais aussi des articles de journaux et des œuvres théâtrales. Marguerite Duras n'est pas moins productive. Comme Colette, et avec plus de facilité peut-être, elle ne cesse de créer activement pendant plus d'un demi-siècle. Elle le dit elle-même, « J'ai cette vulgarité en moi. Je peux torcher un livre en 3 semaines, n'importe quoi. » Son œuvre comprend une trentaine de romans, des scénarios, des pièces de théâtre et de nombreux films. Lorsqu'elle écrit Le ravissement de Lolvestein, on presse le fantasme à l'œuvre dans cette production impressionnante d'une femme qui avait cru, après avoir perdu son premier enfant à la naissance, être incapable de donner la vie. Puis un jour ce corps infirme remue dans le ventre de Dieu. L'écrivain serait assimilé à Dieu, dans sa toute-puissance créatrice, dans un contre-investissement de la blessure narcissique, mais un Dieu maternel qui enfante œuvre et personnage dans son ventre fécond, peut-être pour rivaliser avec la mère. Sidonie Colette, née Landois, est surnommée Sido d'un côté, Marie Donadieu, née Legrand de l'autre. C'est à partir de ces deux mères et surtout de l'imago maternel telle qu'elle apparaît dans les œuvres de leurs filles que nous voudrions commencer cette étude, pour tenter de comprendre comment la figure maternelle peut être impliquée dans l'écriture et la psychosexualité féminine. Colette commence sa carrière d'écrivain poussée par son mari Willy, par la série des Claudines où l'héroïne est orpheline de mère, se suffisant à elle-même aux côtés d'un père un peu évaporé. Sido, la mère de Colette, fait pourtant une apparition progressive sous la plume de sa fille, qui avait commencé par l'évincer. Le personnage de Sido flamboie essentiellement dans 3 œuvres majeures. La maison de Claudine 1922, La naissance du jour 1928 et Sido 1930, à propos desquelles Julia Kristeva écrit. Composé de phrases lyriques, de petites nouvelles relatant faits et personnages insignifiants, de souvenirs sensibles et de méditations éparses, ce polylogue finit par se rassembler et se cristalliser tout entier en un seul personnage, nommé Sido. De son côté, l'histoire de la mère suivra Marguerite Duras pendant toute sa carrière d'écrivain. C'est cette histoire romancée qui la fera connaître en 1950 avec Un barrage contre le Pacifique, son premier véritable succès, repris en 1977 dans l'Eden Cinéma, lui permettant de voir la mère incarnée sur scène par l'impressionnante Madeleine Renaud qui avait su approprier ce personnage devenu mythique au plus profond de sa chair, dans ses gestes, ses rires et ses intonations, dans son incroyable dégaine. En 1984, Duras reprend l'histoire de la mère folle de l'effondrement de ces barrages vaincus par le Pacifique dans L'amant où elle assume enfin son histoire à la première personne, l'histoire de cette jeune fille prostituée par la mère à un amant chinois fortuné, dans un climat de passion ravageante et d'impossible séparation. C'est ce roman qui la fera connaître dans le monde entier, et qui lui valut le prix Goncourt qu'elle avait raté de peu 34 ans auparavant avec Le barrage. 10 ans plus tard, elle livre l'ultime réécriture de ce motif obsédant dans L'amant de la Chine du Nord, écrit à la toute fin de sa vie, après l'adaptation cinématographique de L'amant par Jean-Jacques Hano, qui avait porté à l'écran ces personnages poignants déjà incarnés à la scène. Ma vie est passée à travers ma mère. Elle vivait en moi jusqu'à l'obsession. Je ne crois pas que je me sois remise, depuis le jour où il y a si longtemps nous nous sommes quittés, écrit-elle. Si l'idéal de l'analyste, depuis Freud, serait que le sujet ne cède pas sur son désir, le précepte de Marguerite Duras qu'elle énonce dans La vie matérielle serait bien de faire œuvre de son désir. Le désir d'être vu, lu,
reconnu et aimé par la mère pourrait bien avoir porté l'œuvre de toute une vie. À propos de cet amour de la mère chez une fille, amour longtemps caché, insupportable voire mortifère, parfois redécouvert et avoué, voire assumé jusqu'à une éventuelle exaltation identificatoire, Paul-Laurent Assoun écrit que la pratique analytique confirme massivement cet aveu de la fille que son grand amour fut bien sa mère. Déclaration d'amour au reste quasi improférable, mais qui sourd de tous ces démêlés d'objets et se résignifie jusqu'aux plus féroces invectives contre le personnage maternel. Ce que l'on constate dans la clinique, cette ambivalence, incrustée des strates successives de la relation qui marque le rapport mère-fille, se retrouve aussi en littérature, et nos auteurs en sont deux témoignages riches d'enseignements dans leurs singularités respectives. Lacan affirmait ainsi « Marguerite Duras s'avère savoir sans moi ce que j'enseigne », tandis que Winnicott écrit « S'il y a du vrai dans ce que je vais dire, les poètes du monde s'en seront déjà saisis ». C'est le terme de ravage dont Lacan s'empare pour qualifier la relation d'une fille à sa mère. Ravage qui caractérise cet amour de la mère, inextricable de la haine et de la destruction dans les œuvres durassiennes, tandis que l'ambivalence se laisse davantage lire entre les lignes chez Colette, qui s'emploie au fil des textes à construire une représentation hautement idéalisée de celle qui fut son premier et son dernier amour. Cette ambivalence, faite de tendre attachement et de haine, produit toute une gamme de possibles dans la relation à l'imago maternel, que nos auteurs vont décliner dans leur œuvre et qui imprègnent une large frange de leur psychosexualité, telle qu'elle se déploie à nos yeux dans la vie et dans l'écriture. Freud écrit ainsi. Cet éloignement par rapport à la mère se produit sous le signe de l'hostilité, l'attachement à la mère se termine en haine. Une telle haine peut devenir très frappante et persister toute la vie. Elle peut être par la suite soigneusement surcompensée. En général, une partie en est surmontée, une autre partie subsiste. Il appartient aux filles d'affronter ces deux versants du lien à la mère, et d'en expérimenter les limites. C'est peut-être aussi ce que permet l'écriture, et c'est la question qui nous anime ici. Dans sa conférence de 1933, Freud décrit le processus complexe de l'accession à la féminité qui suppose pour les filles d'échanger leur premier objet d'amour, la mère ou son substitut, pour se tourner vers le père en traversant le complexe d'Oedipe, changement d'objet que les garçons n'auraient pas à opérer. La petite fille doit, avec le temps, échanger zone érogène et objet, deux choses que le garçon, lui, conserve. Plus la fille aura aimé passionnément son premier objet d'amour, plus elle sera sensible aux frustrations et aux déceptions qu'il lui faudra supporter. Et il se trouve que Freud accumule en série les motifs qu'une fille aurait de se détourner de sa mère. La mère a omis de munir la petite fille du seul organe génital correct. Elle l'a insuffisamment nourrie. Elle l'a contrainte à partager l'amour maternel avec d'autres. Elle ne remplit jamais toutes les attentes. Et finalement, elle a excité tout d'abord, puis défendu l'activité sexuelle propre de la petite fille. L'hostilité féroce, qui découle de ces nombreuses incriminations de la fille à l'égard de sa mère, avait d'abord voilé aux yeux du père de la psychanalyse l'empreinte indélébile d'un lien d'amour premier et indéfectible. Le complexe d'Oedipe de la fille a longtemps caché à notre regard sa liaison préédipienne à la mère qui est pourtant très importante et laisse des fixations très durables, avoue-t-il. C'est à travers cette Mutterbindung, ce lien à la mère, que nous allons tenter de lier écriture et psychosexualité féminine dans notre lecture des œuvres de Colette et Marguerite Duras. Mais à propos de cet aveu freudien, Paul-Laurent Assoun remarque avec justesse qu'on ne s'y trompe pas. En opérant son autocritique sur le rôle de l'attachement à la mère, Freud a mis au jour une question autrement épineuse, qui est la déliaison. Le plus difficile à comprendre est précisément ce qui permet de dénouer une telle Bindung. On pourra alors se demander quel rôle tient l'écriture dans cette déliaison du lien à la mère, alors qu'elle semble permettre conjointement pour ces femmes écrivains de recréer le lien à l'objet perdu, voire de recréer un contenant maternel primordial. Comment l'écriture en effet peut-elle apparaître comme un moyen d'élaborer le lien à la mère et de l'incorporer ? Comment l'écriture par ailleurs peut-elle servir de barrage à l'envahissement du maternel et permettre une médiation pour trouver la juste distance dans un rapport parfois ravageant ? Il semblerait en tout cas que pour nos auteurs, le fait d'écrire sur la mère dans un geste spéculaire capable de leur renvoyer une image plus ou moins unifiée d'elle-même, leur est permis de retraverser les identifications maternelles, tant que paternelles nous le verrons, pour construire une œuvre,
dans l'assomption extraordinaire d'une féminité, à la fois ancrée dans le maternel et capable de s'en dégager. Partie 1. L'imago maternel comme point de mire de l'écriture. Nos deux auteurs, malgré les différences qui font la spécificité de leur expérience et de leur style, construisent chacune à leur façon une figure maternelle universelle, envahissante, aux dimensions quasi mythologiques. Sido est la mère de Duras, telles qu'elles apparaissent aux yeux de leurs filles respectives, ont pour point commun de s'être laissées happer entièrement par leur rôle de mère, actant la disjonction du féminin et du maternel dégagé par Freud. Elles sont mères de manière absolue, toutes deux abîmées dans l'amour sans borne pour un fils aîné, dans l'ombre duquel nos filles auteurs ont dû se construire. Comme Marie Legrand fut la maîtresse d'Henri Donadieu à Saïgon, avant de l'épouser, Sido fut celle du capitaine, ce qui dans les deux cas choqua beaucoup l'opinion. Mais ni l'une ni l'autre, à l'envers de leurs filles, ne furent de grandes amoureuses. Je serai donc à ma manière, une grande amoureuse ? Voilà une nouvelle qui eut bien étonné mes deux maris, fait dire Colette à sa mère. Marie Donadieu, quant à elle, perdit son mari très tôt, le seul homme qu'elle avait aimé, et alors l'amour pour ses enfants avait envahi sa vie. Elle resta seule jusqu'au bout pour les élever, tandis que Sido porta également un amour sans réserve à ses 4 enfants, plutôt qu'à ses 2 maris, même si elle aima le second comme l'un de ses enfants. D'un côté Sido et Achille, le fils aîné qui mourra peu de temps après sa mère, n'ayant pu supporter sa disparition. De l'autre, Marie Donadieu et Pierre, un autre fils aîné, qui devait être et qui furent enterrés dans la même tombe. Mais ces 2 mères, accaparées par l'amour du fils préféré, sont aussi des figures de mères universelles avec lesquelles il est difficile de rivaliser. Quand ce n'était pas aux plantes, c'était aux enfants que la mère s'intéressait, écrit Duras. Sa mère en effet s'était fait un devoir d'apprendre à lire aux petits anamites dans la colonie, devenu son pays d'adoption. Elle recueillait des boys et avait accepté de prendre chez elle l'enfant de la jeune mendiante, rongée par les vers. Tandis que Colette déclare qu'elle est la fille d'une femme qui dans un petit pays honteux, avare et resserré, ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. Ce sont presque des figures christiques de la maternité que Colette et Marguerite Duras nous donnent à lire. La mère du barrage déclare ainsi aux agents du cadastre. « Je vous ai donné tout ce que j'avais ce matin-là, tout, comme si je vous apportais mon propre corps en sacrifice, comme si de mon corps sacrifié il allait fleurir tout un avenir de bonheur pour mes enfants. » Tandis que Sido, mère jusqu'au fond des entrailles, vit l'accouchement de sa fille aînée, qui lui avait pourtant tourné le dos, dans les douleurs incarnées d'un corps martyrisé. Alors je vis ma mère serrer à pleine main ses propres flancs, et tourner sur elle-même, et battre la terre de ses pieds, et elle commença d'aider, de doubler par un gémissement bas, par l'oscillation de son corps tourmenté et l'étreinte de ses bras inutiles, par toute sa douleur et sa force maternelle, la douleur et la force de la fille ingrate qui si loin d'elle enfantait. Ces 2 mères, quoi qu'il en soit, entraînent dans leur sillage un fort potentiel imaginaire, dont leurs filles sauront se saisir pour dévorer et remâcher dans l'écriture et par les mots ces figures pour le moins dévorantes. 1. Colette et Sido, la toute-puissance maternelle idéalisée. Sido. Colette commence sa carrière d'écrivain en s'identifiant à une héroïne orpheline de mère, cette Claudine fantasque, passionnée, farouche et sensuelle, qui lui renvoie un miroir déformé d'elle-même, tout en lui permettant d'affirmer tant un style de vie qu'un style d'écriture. Ce n'est que progressivement, et d'abord timidement, que le personnage de Sido prend sa place dans l'œuvre colettienne, jusqu'à envahir l'imaginaire de l'auteur tout entier, au point que la mère, l'écriture et la chair du monde, pour reprendre une expression chère à Julia Kristeva, finiront par se confondre. Mais pour commencer, toute la série des Claudines, 1900, 1901, 1902, s'avère donc épurée de la figure maternelle. Annie dans Claudine s'en va, 1903, est orpheline de mère elle aussi. Pas de mère non plus pour René Néré dans La Vagabonde et l'Entrave. C'est avec les 2 Mines, 1904 à 1905, remaniée dans L'Ingénue libertine, 1909, qu'une mère, encore insignifiante, mais affectueusement attachée à sa fille, fait son apparition sous la plume colettienne. Maman. Ce mot-là, Mine ne le criera que si elle se sent mourir, si des bêtes effroyables l'emportent, si son sang, par sa gorge ouverte, s'épand comme une étoffe tiède. Ce mot-là, c'est le dernier recours, il ne faut pas l'user en vain. Il semblerait bien que Colette nous parle ici d'elle-même à travers son héroïne.
Elle a effectivement pris son temps avant de faire appel à ce vocable brûlant qui prit pour elle les sonorités d'une fin de gamme ascendante, si do. Si do, c'est ainsi que le capitaine, le père de Colette, appelait son amour de femme, celle qu'un seul être au monde, mon père, nommait Sido. Mais n'oublions pas que Sidonie est aussi le prénom de Colette, elle-même baptisée Sidonie Gabrielle le 11 août 1873. Sido meurt en 1912 et ce n'est que 10 ans après qu'elle deviendra un personnage majeur de l'œuvre de sa fille, faisant son apparition dans La Maison de Claudine publiée en 1922, avant de devenir cette mère hyperbolique, cette déesse tutélaire, cette mère nature indépassable et de donner son titre à l'ouvrage qui l'a fait briller au cœur de l'œuvre, Sido, publié en 1930. Entre-temps, en 1913, Colette est elle-même devenue mère d'une petite Colette de Jouvenel. La transmission-confusion demeure dans la nomination, de mère en fille. Quand en 1928, dans La naissance du jour, Colette écrit à propos de sa mère « Dans le miroir peu à peu je lui ressemble, ma mère est morte ? Vive la mère que je suis », commente Julia Kristeva. Un jeu de reflets se fait entre Sido, Sidus signifie en latin étoile, et Colette joyau en or, soleil d'or, sorte de lumière métaphorique que s'attribuent mère et fille réciproquement, note Carmen Boustany. Paul-Laurent Assoun souligne ainsi à quel point l'écriture de soi pour une femme écrivain semble devoir retraverser le lien à la mère. Mais pour s'approprier la mère, pour que l'imago maternel soit moins effrayante et que l'identification à Sido devienne possible, les cheminements tortueux de l'écriture seront nécessaires. Tentons ainsi d'analyser comment cette mère apparaît sous la plume de sa fille. La mère fragmentée des pulsions partielles. Dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, Freud a su montrer comment les différentes pulsions partielles aspirent sans lien réciproque et indépendamment les unes des autres à l'acquisition de plaisir. Ces pulsions partielles visent d'abord des objets partiels avant de s'unifier sous le primat du génital et de rencontrer enfin l'objet qui sera un objet total. La mère chez Colette apparaît ainsi d'abord fragmentée, dans des textes parcellaires comme ceux de La Maison de Claudine, avant peut-être de devenir objet total dans l'œuvre qui porte son nom. Car Sido, au départ, telle qu'elle nous est donnée à lire, c'est une voix envoûtante qui appelle ses enfants, c'est une main qui coud, qui soigne, qui plante ou qui caresse et un parfum enivrant de souvenirs archaïques. Elle était déjà hors de vue, mais sa voix nous arrivait encore. Un soprano nuancé, vacillant pour la moindre émotion, agile, sa voix qui propageait jusqu'à nous et plus loin que nous les nouvelles des plantes soignées, des greffes, de la pluie, des éclosions, comme la voix d'un oiseau invisible qui prédit le temps. En entendant dans le texte cette voix invisible, investie par Colette écrivain, comme elle a dû l'être par la jeune Gabrielle, la jolie voix et comme je pleurerais de plaisir à l'entendre, on peut penser à Suzanne Maiello qui fait l'hypothèse d'un objet sonore prénatal. La voix serait, selon elle, le premier objet partiel pulsionnellement investi dès la vie fœtale et qui deviendrait le modèle de l'investissement d'objets postnatal. La voix maternelle perçue par le fœtus introduit effectivement un élément de discontinuité dans cet environnement globalement continu. La voix parle, la voix se tait. C'est un objet externe, qui a les mêmes caractéristiques d'imprévisibilité et d'incontrôlabilité que le sein après la naissance. L'odorat, que Colette qualifiait du plus noble de nos sens, est quant à lui un des sens les plus archaïques, un sens de proximité qui se développe, comme le toucher dans la vie fœtale, avant l'ouïe ou la vision, les sensorialités distales. Il y a quelque chose de voluptueux dans l'évocation de la mère de l'enfance, quand son parfum s'en mêle. Elle revenait battante, inquiète de tout ce qui, privé d'elle, perdait la chaleur et le goût de vivre. Elle n'a jamais su qu'à chaque retour l'odeur de sa pelisse en ventre de gris, pénétrée d'un parfum châtain clair, féminin, chaste, éloigné des basses séductions axillaires, m'ôtait la parole et jusqu'à l'effusion. On se rapproche des descriptions de la jeune fille amoureuse, dans les Claudines par exemple, et des troubles physiques qu'entraîne l'état amoureux. Privée de la mère, la jeune Gabrielle perdait la chaleur et le goût de vivre. En sa présence elle fond et reste interdite, débordée par une sensualité féminine tout entière contenue dans ce parfum qui la pénètre, en toute chasteté pourtant. La mère qui l'a fait tant écrire par la suite, la réduisait alors au silence. Et c'est cette pelisse en ventre de gris, confectionnée avec la fourrure du ventre des écureuils, qui concentre ici les émois enfantins. N'est-ce pas aussi le ventre maternel qu'elle invoque en son nom ? Et cette fourrure éloignée des basses séductions axillaires,
Ne rappellerait-elle pas à l'enfant le sexe maternel dont elle est sortie? Le trouble et la sensualité sont en tout cas palpables dans l'évocation de ce corps maternel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.